Écoutez, vraiment, enfin, moi, je suis ravie d'intervenir à votre congrès, et d'autant plus ravie qu'en intervenant comme ça en fin de matinée, j'ai pu entendre le propos de Michel Puech tout à l'heure. Et donc là, à la pause, j'ai un peu déplacé ce que j'avais prévu, parce qu'il y a vraiment des éléments qui ont été apportés par Monsieur Puech tout à l'heure, dont je pense que c'est intéressant de rebondir dessus. Donc, alors, je peux être très bavarde, donc je vais avancer. Alors, attendez, on m'a dit sur le vert. Oui, c'est bon. Voilà. Alors, effectivement, le titre, par rapport au titre général, en fait, je propose un sous-titre qui est donc un éclairage de cette question de l'excellence jusqu'où, en fait. Donc, un éclairage du côté de ce qu'on appelle le dopage au quotidien. Alors, ce terme de dopage au quotidien, il a été proposé au fin des années 80, début des années 90, par un addictologue qui s'appelle Michel Hautefeuille, qui travaillait, parce que maintenant il est à la retraite là depuis un an, qui travaillait à Marmottan, qui est un centre d'addictologie. Il se trouve que la particularité, c'est qu'il est sur la ligne A du RER à Paris. Et habituellement, Marmottan recevait principalement ce qu'on appelait dans les années 70-80 les toxicos, principalement à l'héroïne. Et fin des années 80, enfin courant des années 80-90, il a vu arriver des professionnels en provenance beaucoup de la défense, qui en fait voilà, étaient très insérés socialement, avec du travail reconnu, enfin en gros qui cochait un peu toutes les cases sociales, et qui arrivaient à Marmottan parce que finalement faisaient le constat qu'ils consommaient des produits, pour certains se stimuler, mais aussi pour dormir, parce qu'à force de prendre des stimulants, on n'arrive plus à dormir. Enfin, en gros, voilà. Et cette espèce d'emballement autour des consommations. Et donc, il a travaillé sur ça et il a proposé l'idée de dopage au quotidien, qui vient finalement compléter l'idée du dopage sportif, qui est très... Alors, pour le coup, le terme dopage, dans le monde professionnel, c'est vraiment juridiquement très calibré. Mais cette idée de conduite dopante ou de dopage au quotidien, qui sort du cadrage réglementaire, en fait, qui est plus du côté des usages et des pratiques, c'est vraiment intéressant à questionner. Et donc, par rapport à votre congrès, en fait, je vais organiser mon propos en 3 temps. Le premier, ça sera autour de cette idée de performance. Alors effectivement, le terme du titre, c'est excellence. Je l'ai déplacé du côté de la notion de performance. Et donc, je vais vous développer ça. Et puis, la question donc du dopage au quotidien. Et en quoi c'est intéressant de se questionner en tant que professionnel, et notamment dans des fonctions d'encadrement et de direction qui sont des fonctions particulièrement sous contrainte. J'aborderai cette question aussi de la contrainte. Quelle forme elle peut prendre, au pluriel d'ailleurs, et autour justement de ce qu'on appelle, avec deux autres chercheurs avec qui j'ai travaillé, les fonctions professionnelles du recours aux produits psychotropes, qu'ils soient licites ou non. Et dans un troisième temps, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire, et ça rejoint vraiment le propos aussi en partie de Michel Puech, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette réalité-là, finalement, pour peut-être se questionner autour de ces consos, des éventuelles fonctions pour le travail, et finalement comment réguler dans le système contrainte, c'est-à-dire dans le réel, et pas uniquement en se projetant sur ce qui pourrait être mieux, mais vraiment concrètement comment opérationnaliser en fait cette question de la santé au travail, de la prévention, et notamment de la vôtre en fait. Donc pour ce qui est de cette notion de performance, alors je suis psychosociologue du travail, je suis chercheur associé au CNAM dans un laboratoire qui s'appelle le CRTD, c'est le Centre de recherche sur le travail et le développement. Et vraiment, historiquement, avant d'être chercheur en psychosociologie du travail, j'étais ergonome, donc ergonome un jour, ergonome toujours. Donc ma question, c'est vraiment l'analyse du travail et vraiment cette notion de travail réel, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que ça nous fait de faire ce qu'on fait? Comment on construit de le faire ensemble? Donc la notion de collectif aussi, on va voir, est très importante. Et c'est intéressant, et c'est ça que j'ai remanié d'ailleurs par rapport à ce que j'ai entendu ce matin, c'est que je vais vous éclairer vraiment ce questionnement autour de travail, santé, travail, consommation de produits, dans une perspective qui est la question de l'organisation du travail. Cette notion d'organisation, alors là je fais juste un petit aparté un peu théorique, mais après je lâcherai la théorie, mais c'est vraiment important, c'est que finalement par organisation du travail on l'entend un peu à toutes les sauces, mais ce qui est important c'est de déplier la notion. Michel Puech parlait de complexité. Pour le coup, vraiment, nos organisations de travail, et particulièrement
les situations de travail en lien avec des personnes, c'est-à-dire on parle de public, mais en l'occurrence c'est des personnes, des gens, et bon là vous c'est plutôt des personnes âgées, mais quand on travaille entre humains et au service d'humains, là vraiment on rentre dans un niveau de complexité qui est particulièrement important et qui est à la fois ressource. On parlait de contraintes, c'est aussi de la ressource d'interagir avec l'humain. Et c'est pour ça, finalement, comment on peut faire de ces organisations de travail, de ces situations de travail, davantage de la ressource plutôt que des systèmes qui nous pèsent. Donc, prendre le temps de réfléchir à ce qu'est l'organisation du travail, c'est vraiment un pas de côté qui est intéressant. Et donc, dans une perspective ergonomique, l'organisation du travail est définie comme étant, et vous allez voir justement les niveaux de complexité, comme étant caractérisé par une division du travail, donc une distribution des tâches. Quand on est directeur, on n'a pas les mêmes tâches prescrites. Après, on verra que parfois dans le réel, c'est vous qui remplacez l'ampoule électrique. Enfin bon, voilà. Mais dans la division prescrite, il y a vraiment une répartition, une division du travail en fonction des places, des fonctions des uns des autres. Donc cette question de division du travail, division du pouvoir, ça, on va voir aussi que c'est une notion très importante parce que ce matin, on évoquait la question de la réussite au regard d'objectifs. Et ça rejoint, je pense, une des questions qui a été posée, c'est-à-dire que cette question des objectifs dans vos situations de travail, elle est particulièrement cruciale parce qu'on est le plus souvent, notamment quand on appartient à un groupe, c'est-à-dire où finalement les décisions se prennent en dehors du système de travail réel, on est tenu de poursuivre des objectifs que nous n'avons pas fixés. Ou à minima, parfois que nous ne pouvons pas réguler. Parce que finalement, si c'est fixé par d'autres, mais que le réel est en prise avec la décision, on voit que là, on peut faire évoluer les objectifs. Donc cette notion de division du pouvoir, elle est clé. Qui décide, in fine? La notion de division des responsabilités aussi, parce que ça rentre aussi dans le niveau de complexité et parfois le niveau de contrainte qui sont les vôtres, c'est-à-dire qu'on est tenu de répondre d'eux. Je reprends la notion de responsabilité au sens étymologique, c'est-à-dire avoir à répondre d'eux, finalement d'objectifs qu'on n'a pas fixés. C'est-à-dire qu'on est en position de devoir rendre des comptes sur des choses dont, si on avait la possibilité, on les penserait de manière tout autre. Donc vous voyez un peu les éléments de division du pouvoir, du travail, du pouvoir, des responsabilités, et par évidemment un système de communication et de contrôle. Alors évidemment le système de contrôle, vous parliez des évaluations, les agréments, ce déplacement de la norme comme une valeur positive vers finalement une réalité qui peut être empêchante, qui peut au lieu de produire justement de la performance et de la qualité, parfois vraiment produit du surtravail, produit des empêchements. Donc c'est dans ce sens-là, en tout cas que moi j'ai entendu la notion de contrainte tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on voit bien que dans nos organisations contemporaines du travail, il y a une dérive. Alors évidemment c'est en macro que je vous dis ça, c'est pas vrai pour toutes, je mets pas dans le même sac du tout toutes vos organisations, mais ce que montrent les travaux en ergonomie, en psychologie du travail, enfin et globalement toutes les sciences qui s'intéressent au travail réel, c'est qu'on voit vraiment un déplacement, une désarticulation en fait entre ces composantes. C'est-à-dire que finalement, la division du travail n'est pas forcément en phase avec les objectifs qui sont fixés. Enfin, vous voyez, et c'est là où parfois il peut y avoir vraiment une création de difficultés pour atteindre la performance qu'on se fixe ou qui nous est fixée. Et vraiment rentre en jeu aussi la question des valeurs et de l'éthique. Et on va voir que c'est, et fort heureusement d'ailleurs, ça n'est pas une fatalité. Donc il y a quand même de la marge de manœuvre. Et ça, c'est d'ailleurs un des éléments clés de l'ergonomie. C'est comment soit utiliser la marge de manœuvre qu'on a, soit en créer. C'est-à-dire arriver à construire les conditions qui vont nous permettre d'avoir de la marge de manœuvre. Et donc tout ça, effectivement, l'organisation du travail est au service d'objectifs. Alors si je développe un peu plus cette définition-là, en fait, ce qu'il faut voir, et c'est là aussi où finalement travailler, et ça rejoint complètement le propos de ce matin, travailler n'est pas uniquement, ça peut l'être, mais n'est pas voué à la répétition. C'est-à-dire que travailler, c'est aussi un espace d'apprentissage, un espace comment dire, où on peut redéfinir un certain nombre d'éléments, et donc c'est vivant.
au sens vraiment puissant du terme, quasi philosophique. Ce serait intéressant d'ailleurs, si Michel Pluech est encore là, et on peut éventuellement répondre à deux tout à l'heure. Mais vraiment le travail vivant, c'est ça, c'est-à-dire rentrer dans sa situation de travail en disant finalement où est ma marge de manœuvre et comment je peux re-rendre vivant quelque chose qui éventuellement est en train de nous épuiser ou de taper à côté ou de ne pas avoir les objectifs, enfin ne nous permettant plus d'atteindre les objectifs et éthiques notamment. Voilà, donc c'est vraiment un élément qui est important et donc c'est en permanence remanié. Et entre autres aussi, éléments à prendre en compte, c'est que je vous parle d'objectifs, mais entre autres objectifs aussi, et c'est pas uniquement parce que c'est une obligation réglementaire, mais c'est parce qu'en fait c'est une réalité humaine. Travailler doit être aussi un ensemble des conditions et d'organisation et d'objectifs qui nous permettent de rester en santé. Certes, c'est une obligation réglementaire, je le rappellerai, mais c'est aussi pour le coup, ce devrait être un principe éthique porté par nos organisations de travail, porté par nos financeurs ou par les directions au sens large, que cette dimension-là. C'est au cœur du travail, la santé. C'est pas uniquement, parce que c'est une ressource aussi pour travailler et c'est aussi un résultat. Donc c'est vivant. Alors, un autre élément aussi que je vais faire tourner pour parler de cette idée du dopage professionnel, enfin du dopage au quotidien, c'est, je vous dis, l'ergonomie propose d'analyser le travail réel. Et entre autres cadres théoriques un peu, ou modèles théoriques, il y a ce fameux, alors qui a été complexifié depuis, mais en l'occurrence c'est vraiment la base de l'ergonomie, qui est ce fameux schéma des 5 carrés. Peut-être certains d'entre vous le connaissent, mais c'est toujours intéressant de vraiment repenser notre travail concret, nos activités à l'aune de ce cadrage-là, c'est-à-dire qui nous donne à voir que ce qu'on fait, nos activités, quelles qu'elles soient, réelles, elles sont prises dans un système de boucle rétroactive, c'est-à-dire, et c'est là où on apprend aussi de ce qu'on fait, mais aux prises avec des caractéristiques, des conditions individuelles. Et là, pour le coup, vraiment, ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est dans les conditions et les caractéristiques individuelles, il y a nos compétences, il y a notre santé, enfin, dans quel état on arrive effectivement chaque jour à notre travail. Et il y a aussi effectivement les composantes éthiques, c'est-à-dire quelles sont nos valeurs, quelles sont les valeurs qu'on mobilise. Alors on évoquait l'humilité, enfin des histoires de posture hein, aussi, l'humilité, le courage, l'esprit critique et bien d'autres. Mais justement, je reviendrai là-dessus parce que parfois, ces valeurs-là contribuent à ce qu'on appelle des conduites paradoxales. C'est-à-dire, poussé par des valeurs, on peut être amené à prendre des risques pour nous-mêmes, pour notre santé, c'est-à-dire avoir un engagement tel qu'on ne va pas prendre soin de nous, enfin de soi, mais pour paradoxalement prendre soin de nos valeurs. C'est-à-dire ne pas laisser en difficulté une équipe. C'est-à-dire, bah voilà, je vous disais, vous pouvez être amené pour certains à les mettre, changer l'ampoule, ou c'est-à-dire à rajouter des tâches par rapport à votre fiche de poste, parce qu'en fait, pour vous, c'est comme ça que vous estimez, que vous tenez votre éthique et vos valeurs. Et on voit bien que du coup, il y a des paradoxes qui peuvent vraiment, sous couvert d'éthique, vraiment se jouer au cœur du travail. Donc il y a ces caractéristiques, ces conditions individuelles, et il y a aussi toutes les conditions, et c'est là où ça pointe vers ce que je vous proposais tout à l'heure, c'est-à-dire l'organisation du travail. Comment est organisé, enfin les tâches sont-elles définies, les fiches de poste, les objectifs qui les définissent, comment justement à l'aune de ce schéma-là, il y a ce cadrage des conditions collectives, des conditions individuelles, on travaille, et finalement les résultats qui sont produits par ce travail, comment sont-ils évalués? C'est-à-dire comment, à la fois les effets sur nous, d'un point de vue individuel, et les résultats au sens des objectifs fixés, ou en dehors d'ailleurs, parce qu'il y a les résultats qui sont ceux qu'on attend, et il y a un certain nombre de résultats justement inattendus, parfois qui sont du côté de l'échec d'ailleurs, au regard d'objectifs. Mais ce qu'on voit, c'est que si on laisse ce système avec du temps, parce que c'est aussi ça la clé, on va le voir en santé au travail, c'est si on a le temps de pouvoir revenir sur ce qui s'est passé, comment on travaille et quel effet ça produit, et finalement comment collectivement on pourrait produire, prescrire de nouvelles manières de faire,
dans le sens à la fois de la performance globale, c'est-à-dire des résultats et de la santé. On voit finalement que ce système-là, si on prend le temps de déplier comme ça, même si on a l'impression qu'il est vraiment en train de dériver dans une dynamique, un glissement, comment dire, vraiment qui dérive, on peut repartir dans un cercle vertueux. Mais encore faut-il effectivement avoir le temps, créer les espaces de discussion pour pouvoir repenser les choses, enfin déjà les analyser, et c'est là où aussi la perspective présentée ce matin, c'est-à-dire les deux points d'entrée, enfin les deux angles hyper importants d'une trajectoire, c'est d'où on part, être bien conscient d'où on part, donc prendre le temps d'analyser, et où est-ce qu'on veut aller. Donc ça, c'est vraiment l'analyse du travail qui est proposée par l'ergonomie. Et un tout dernier schéma aussi, c'est votre place alors, je dis vous, parce que je n'ai pas pris le temps de voir exactement qui faisait quoi, mais globalement, c'est ce qu'on m'a dit de vous, du public, c'est que vous êtes plutôt en fonction d'encadrement ou de direction. Ce schéma qui est proposé par un ergonome qui s'appelle François Danielou est vraiment intéressant parce qu'en fait, on voit cette place particulière de l'encadrement ou de la direction de proximité, c'est-à-dire vraiment de la direction qui a des visées opérationnelles aussi, qui va être en interaction avec ceux qui font et pas uniquement finalement du backup Excel ou autre. Mais dans cette prise avec le travail réel, ce qui est important, c'est qu'on voit à quel point vous êtes à une interface où à la fois, ça dépend par quel bout on le prend finalement, mais si je le prends par le côté descendant, c'est-à-dire il y a un certain nombre d'objectifs qui sont fixés soit avec vous, soit pour vous, mais dont on est censé faire le relais, enfin être le relais par rapport à nos équipes. Et après, évidemment, les équipes au sens du travail réel vont renvoyer des éléments qu'ils observent, qu'ils vivent et qu'on va devoir aussi, parce que c'est notre place, remonter de manière, et encore une fois, on est dans cette dynamique, c'est-à-dire vraiment ce système qui est censé, dans une logique de santé au travail, être un système dans une dynamique vertueuse. C'est-à-dire que ce qu'on a à dire de ce qui se passe du travail réel devrait idéalement pouvoir mailler avec la décision, la sienne propre si on est décisionnaire, ou celle au-dessus de nous. Alors, là, quand je vous dis, on peut tout à fait mettre à la place d'encadrant directeur. Si vous êtes dans un établissement où vous êtes vraiment directeur, vous n'êtes pas dans un groupe. Ce qu'on a entendu tout à l'heure de la question, c'est qu'en fait, quand bien même vous êtes une association ou une structure autonome, j'allais dire n'appartenant pas à un groupe, vous êtes aux prises avec un certain nombre d'attentes des financeurs, de la réglementation, des agréments. Donc il y a une forme finalement d'obligation à terme, et ça c'est vraiment une des évolutions, moi je travaille beaucoup avec le monde associatif, une des évolutions en fait du pilotage par les pouvoirs publics, où certes on est des associations, mais on est de plus en plus tenu à être en miroir avec la gestion centralisée au niveau des financements. Et donc finalement c'est comme si on avait une direction au-dessus de la nôtre, quoi. Je fais court, mais... Donc on voit bien cette difficulté, enfin en tout cas cette complexité, parce qu'encore une fois, il y a de la marge de manœuvre qui est possible. Et donc dans cette dynamique-là, ce qu'on a vu apparaître, parce qu'il se trouve que c'est vraiment ma question, moi ça fait 20 ans que je suis sur les questions des interrelations entre le travail, les consommations de produits psychoactifs qui soient licites, donc ça passe des médicaments au tabac, alcool ou drogue illicite. Vraiment les interrelations entre le travail, la santé des professionnels et les consommations de produits. Et donc je vous disais, dans les années 80-90, il y a vraiment Michel Hautefeuille qui, en France, a commencé à écrire sur ça. Mais il y en avait bien d'autres à l'international. Mais vraiment, ça fait, en gros, et ça correspond, ça fait maintenant donc une quarantaine d'années, et ça correspond à l'évolution de nos organisations du travail aussi, vraiment. Donc on a vu apparaître... comment dire, une forme pas de généralisation parce que c'est trop, mais vraiment d'interrelation très étroite. Il y a toujours eu, il y avait du vin dans les mines, il y avait à l'armée, enfin bon, il y a toujours eu des produits psychotropes dans les mondes professionnels et notamment autour de la pénibilité. Mais là, c'est la pénibilité qu'on a vu évoluer. Du coup, c'est des consommations qui sont arrivées dans des espaces assez
assez nouveau, en fait. Et donc, si je prends un petit temps pour introduire cette notion de produits psychotropes, donc, l'ensemble des produits, je vous disais, c'est à la fois, ça peut être des médicaments, du tabac, de l'alcool. Alors, c'est assez drôle d'ailleurs parce que dans la scénette, il y a quand même, sur les trois personnages qui étaient sur scène, il y en a 2 où il y avait cigarettes, alcool. Enfin, on voit vraiment, on est dans un monde où il y a des consommations de produits. Donc, finalement, c'est hyper intéressant de voir c'est quoi ces produits, à quoi ça peut nous servir. Et donc, par substance psychoactive, on entend l'ensemble de ces produits qui agissent sur notre cerveau et notre système nerveux central en modifiant nos perceptions de l'environnement et notre manière de nous adapter à l'environnement. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a tendance parfois, dans les politiques de prévention de ce qu'on appelle, parce que c'est le terme qui est le plus fort, moi je pense que c'est un terme qui nous empêche parfois de réfléchir, mais le terme addiction ou conduite addictive, en gros, quand on pense prévention des addictions ou des conduites addictives en milieu de travail, souvent on a tendance à rabattre la consommation exclusivement du côté du risque. Ce que nous dit la définition même de produits psychoactifs ou psychotropes, c'est qu'en fait, la modification n'est pas nécessairement du côté du risque ou de la perte. La modification en fonction de situations peut être une ressource. Alors, effectivement, aussi un risque, mais ce n'est pas exclusivement un risque. Et on va voir qu'en milieu de travail, réfléchir aux consommations sous l'angle de la ressource, ça permet vraiment de pouvoir comprendre ce qui se passe et justement revenir à ce qu'on se disait ce matin, c'est-à-dire d'où partons-nous? Prenons le temps, si on réfléchit à nos consos, de voir mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Quelles sont les consommations? À quoi elles nous servent? À quel moment? Et effectivement, éventuellement, est-ce qu'il y a des risques? Mais pas que. À quoi vraiment ça peut nous servir? Je vais le développer. Donc les drogues, effectivement, sont ces substances psychoactives qui peuvent rendre dépendants. Les substances, alors je vous ai soumis ça. Ah oui, parce que donc il y a une différence de perception sociale. On l'a vu, c'est-à-dire que là, assez facilement, on peut mettre sur scène le tabac et l'alcool. C'est plus difficile de mettre la cocaïne. Je ne sais pas s'il y en a eu hier soir. Statistiquement, il y en a eu. Mais voilà, encore une fois, après, c'est les limites de la statistique, d'ailleurs. C'est tout à fait les limites. Mais à dessein, je suis provocatrice à dessein. Mais vous voyez, c'est ça. C'est pour ça qu'en fait, on ne peut savoir, on ne peut connaître une situation et agir dessus qu'en prenant le temps de se dégager de la statistique ou des présupposés ou des représentations et d'aller la regarder vraiment. Donc c'est perçu socialement différent, d'une manière différente. Et évidemment, il y a aussi une valeur juridique. Et ce qui est très intéressant, c'est que depuis le rapport Rock, parce que vraiment ça a été fixé scientifiquement, on sait qu'il n'y a pas du tout d'adéquation entre les valeurs juridiques des produits et leur dangerosité. Donc ça, c'est aussi très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui font peur, enfin, je veux dire, pour de bonnes raisons, d'autres qui ne font pas peur. Et ce n'est pas forcément ceux qui ne font pas peur qui sont moins dangereux que ceux qui nous inquiètent. Je pourrais revenir sur ça si vous voulez. Alors, l'élément qui est clé, en fait, autour de ce questionnement des interrelations entre travail, consommation de psychotropes et santé et prévention, c'est vrai dans n'importe quel espace de vie, mais pour le coup aussi au travail, c'est de raisonner à l'aune des effets. Je vous disais tout à l'heure, dans la définition même de substances psychoactives, il y a cette idée de modification, mais il n'y a pas cette idée que la modification serait nécessairement du risque ou de la perte de capacité, ou enfin voilà, du côté du négatif. Et si on prend le temps en fait de déplier les effets des différents produits, on voit finalement que ces cinq effets de base, que sont tout ce qui est du côté de la stimulation, plutôt du côté de la sédation, du calmant, du côté de l'euphorie, de l'ivresse ou de l'hallucination. Alors c'est clair que en situation de travail en tant que professionnel, ça dépend quel travail, hein, mais l'effet hallucinogène est quand même vraiment, pour le coup, c'est vraiment une dangerosité très élevée. Sauf, et je vais vous donner un exemple, sauf si aujourd'hui j'ai des collègues dans le champ de l'addicto qui font des week-ends où ils prennent des produits hallucinogènes pour expérimenter, parce qu'il y a des travaux qui reviennent sur les effets en tant que soins en psychiatrie, en fait, les effets bénéfiques des hallucinations. Voilà. Donc il y a vraiment, encore une fois, vous voyez, tout dépend du contexte.
Donc si les effets hallucinogènes sont recherchés dans le cadre d'un travail, finalement c'est adéquat, parce que du coup la situation est sécurisée. Enfin, vous voyez, il y a un certain nombre d'éléments qui font que les risques psychotropes sont sécurisés par la situation de travail elle-même. Bon, c'était un peu sous forme de boutade, mais c'est intéressant parce que, comme quoi, tout est vraiment en fonction d'un contexte, en fonction des objectifs fixés. Et ce n'est pas par essence, indépendamment d'un contexte, que telle chose est dangereuse ou telle chose ne l'est pas. Alors évidemment, les produits psychotropes illicites sont par définition dangereux d'un point de vue juridique. C'est-à-dire que vous consommez des produits illicites, vous êtes hors la loi, vous prenez des risques au regard de la loi de détenir, consommer, voire éventuellement céder, vendre des produits illicites. Ça, c'est vraiment la dimension juridique, mais c'est la seule chose qui, a priori, est risquée. Et donc, l'ensemble de ces effets sont à la fois remèdes et poisons. Et ce qui est intéressant, justement, aussi, c'est que par rapport à cette idée de conduite dopante et dopage, alors c'est intéressant parce que là, c'est une définition qui a été donnée par Patrick Laure et Favre, mais c'est beaucoup Patrick Laure, en fait, qui est un médecin qui a beaucoup travaillé historiquement sur le dopage sportif et qui, finalement, en travaillant sur cette notion de dopage sportif, avec initialement une définition de la performance du côté, finalement, d'un gain en termes de vitesse, en termes de résultats, il s'est rendu compte que dans le réel, les conduites dopantes étaient beaucoup plus du côté d'éviter l'échec, de faire face à un obstacle, que d'aller plus vite, plus loin, plus haut. Et ça a été corroboré aussi par... il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits par des sociologues à l'époque de l'affaire Festina. Alors j'ai l'impression qu'on est à peu près tous, enfin beaucoup de la même génération. Donc, parce que quand je parle de l'affaire Festina à des vingtenaires, alors là, ils ne voient même pas de quoi je parle. Mais donc qui était cette grande affaire dans le cyclisme professionnel au moment du Tour de France. D'ailleurs, il y a peut-être des vingtenaires qui ne savent pas de quoi je parle. Mais en fait, il y a eu donc une mise... a été mis dans l'espace public une organisation vraiment au sens de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire division du travail, division du pouvoir, division des responsabilités, du dopage dans l'équipe Festina. Tout était bien organisé avec les médecins, les décisionnaires, les coureurs prenaient des produits, ils ne savaient même pas ce qu'ils prenaient. Et en fait, il y a eu beaucoup de travaux de sociologues à partir des entretiens menés dans le cadre de l'enquête de police et de l'enquête juridique. Et là, ce qu'a donné à voir justement ces travaux, c'est que la grande majorité des professionnels du sport, enfin, en l'occurrence de l'équipe Festina, qui consommaient justement pour conserver leur poste, parce que vous voyez, il y a un champion, puis après il y a toute l'équipe, enfin, ou deux champions, et en gros, ils consommaient pour tenir, ils savaient faire que ça, et donc en gros, il fallait surtout pas qu'ils perdent leur poste, donc en gros, ils prenaient ce qu'on leur disait de prendre pour garder leur poste. Enfin, vous voyez, en fait, il y a eu vraiment... Et donc, il y a eu une évolution enfin, au fur et à mesure, en questionnant cette notion de conduite dopante, et on est bien dans cette idée, finalement, faire face à un obstacle. Et la conduite dopante, elle est souvent pour désactiver la peur de ne pas arriver à supplanter l'obstacle. Et donc cette notion du rapport à l'obstacle, ça vient réguler le rapport à l'obstacle. Et ça vient aussi, finalement, si l'obstacle, ça fait 15 heures que je suis debout, que je travaille, et là, il se trouve que moi j'ai beaucoup travaillé aussi dans le monde sanitaire, il se trouve que je suis l'anesthésiste de garde, et là, boum, à ma 15e heure de garde, il faut que je rentre au bloc. Il y a quelque chose quand même du côté du psychostimulant, où on voit la logique de éventuellement recourir, non seulement par rapport éventuellement à la peur de m'endormir ou de ne pas poser le geste juste, mais aussi parce que physiologiquement, je ne suis plus en capacité de produire l'énergie suffisante. Et le psychostimulant a cette vertu. C'est une vertu perverse, enfin une vertu risquée, mais le fait est que... Et donc voilà, donc cette définition je trouve, l'évolution du travail de Patrick Laure est vraiment intéressante. Une autre, et ça c'est le fruit de nos travaux avec mes deux collègues, Dominique Lhuillier et Renaud Crespin. Finalement, en travaillant, alors notre travail de chercheur, ça consiste principalement en observant des situations de travail. Moi, vraiment, ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse, c'est le travail réel. Donc, venir observer des situations de travail dans la durée, avoir des entretiens individuels, collectifs,
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette question des consommations peut se discuter en collectif de travail. Ça a été, quand on est rentré dans ces travaux de recherche, c'était une de nos questions. Est-ce qu'on va réussir finalement? Est-ce que les personnes nous parleront de leur consommation? Et c'est là où on retombe sur la posture qui était évoquée ce matin, c'est-à-dire que si on est clair sur les objectifs de ce travail, si on est clair sur les raisons pour lesquelles on questionne, et sans obligation de réponse, mais en l'occurrence, on ouvre la discussion sur les consommations au regard de ce qu'elles vont nous dire du travail, et sans vouloir juger la consommation, mais plus, est-ce que c'est le moyen de comprendre qu'il y a de la stratégie de santé derrière, qu'il y a de la stratégie de performance. Là, vraiment, c'est tout à fait passionnant parce que les choses se disent voilà, de manière non jugeante et permettent finalement d'atteindre ce qui est l'objectif au bout du compte, le travail. Ce qu'on vit dans le travail, comment on fait le travail, comment on fait pour tenir et éventuellement les risques qu'on commence à prendre avec notre travail et éventuellement avec nos consommations. Et ça, c'est au cœur de ce qu'on appelle la réduction des risques. On pourra en reparler, c'est-à-dire ce travail entre pairs sur sa santé, ses stratégies de santé et possiblement le recours à des produits dans une logique paradoxale, hein, mais de stratégie de santé. Et donc là, finalement, la proposition qu'on fait avec cette idée de fonction professionnelle, c'est traduire sous l'angle de je consomme, pas forcément de manière consciente aussi, ça c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que on a peut-être repéré qu'on consomme 10 fois plus de café quand on bosse qu'en vacances ou qu'on fume beaucoup plus quand on travaille que pareil. À fin de l'été, ça y est, j'ai décidé, j'arrête de fumer, j'ai pas fumé pendant les 3 semaines, paf, 15 jours après, j'ai repris ma consommation, voire plus. Enfin, pareil sur l'alcool. Alors ça, les statistiques disent qu'on consomme pas forcément plus en milieu de travail que l'été avec tous les temps où on peut avoir le rosé piscine ou le machin. Donc ça, c'est moins documenté. Est-ce qu'on consomme plus sur temps de travail ou pas, l'alcool ou en tout cas, ça dépend des personnes. Et les produits, les médicaments, c'est pareil, et ainsi de suite. Et donc, ce qu'on voit, c'est que finalement, quand on combine un questionnement autour du travail, un questionnement autour de comment vous faites pour tenir, pour atteindre vos objectifs, qui sont peut-être ceux qu'on vous fixe ou que vous vous fixez vous-même au regard de votre éthique éventuellement ou au regard de votre volonté de monter, de votre volonté de carrière ou X raison. On voit apparaître ces différentes fonctions, c'est-à-dire des fonctions qui vont être du côté des effets calmants, donc s'anesthésier, anesthésier des souffrances physiques. Alors ça, on le voit beaucoup autour des troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire qu'on a souvent tendance à rabattre la question des consommations de produits, et notamment les médicaments psychotropes, souvent sous l'angle de la souffrance psychique. En fait, il y a énormément de consommation dentalgique pour pouvoir continuer à s'engager dans une situation de travail si on a, malgré des problèmes de lombalgie, et ça, vraiment dans vos métiers, vous le voyez, ou de problèmes de nuque ou d'épaule, ou liés à la fois à l'engagement physique et au stress. C'est vraiment une combinaison souvent des deux. Donc vraiment, sa vocation d'anesthésie, une vocation autour de la stimulation, euphorie, désinhibition, une fonction de récupération. Alors ça, vraiment, dans le dopage sportif professionnel, on a vraiment tendance à sous-estimer ça, mais c'est vraiment une composante très importante. Et pour vous qui êtes souvent aussi des athlètes de haut niveau à vos postes, en fait, récupérer, c'est-à-dire pouvoir lâcher le soir, revenir, être en capacité de se réengager le lendemain ou le week-end. Enfin, après, ça dépend les horaires. Quand je parle de matin-soir, c'est plutôt à la prise de poste ou si on est sur des horaires décalés. Mais vraiment, cette idée de récupération aussi est clé. Et il y a tout ce qui est aussi du côté des dynamiques d'intégration, entretenir des liens professionnels. Et là, typiquement, dans des temps collectifs de groupe, on pense vraiment à des fêtes comme hier soir, à la pause cigarette, à la pause café, aux pots d'entreprise, de départ. En fait, tous ces moments-là. Mais il ne faut pas sous-estimer non plus dans cette dynamique d'insérer, de maintenir les liens sociaux, qui a parfois aussi des consommations solitaires. Et par exemple, je vous disais, c'est un exemple qui vient, j'ai travaillé dans le milieu, avec des gens dans le médico-social et dans le sanitaire, mais aussi j'ai travaillé avec des corps en fait, comme l'armée ou la police, les CRS. Et en fait, vous avez dans ces métiers-là,
qui sont vraiment sous tension en termes d'effectifs, d'organisation du travail, ou l'idée que si je me mets en arrêt, je mets mon équipe dans la merde. Enfin, je vous le dis de manière triviale, mais c'est vraiment comme ça qu'on l'entend dans nos entretiens. Et donc, il y a aussi ces consommations pour ne pas lâcher l'équipe. Alors, parfois, c'est pour ne pas lâcher, parce que vraiment, voilà, on ne veut pas lâcher. Et parfois aussi, et parfois c'est les deux, mais parce qu'en fait, si j'arrête, je vais être mal vue. Vous voyez, enfin, ça se combine. Et donc, voilà, donc cette idée d'entretien des liens, de s'insérer, de s'intégrer, c'est pas uniquement les temps collectifs. Alors, juste un petit rappel, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans les objectifs, c'est-à-dire que l'organisation du travail, le travail, il a aussi comme objectif, et on a souvent tendance à l'oublier, de préserver, non seulement préserver notre santé, mais créer des dynamiques de développement. Et là, on est complètement dans ce qu'on a évoqué ce matin, c'est-à-dire finalement que nos situations de travail soient aussi des espaces d'apprentissage et où finalement, on est censé, au regard vraiment de la définition juridique même, c'est-à-dire de l'esprit de la loi, porté d'abord par le cadrage européen et traduit en droit français, on est censé vraiment être dans des situations de travail qui favorisent notre santé au sens de notre capacité de développement, d'apprendre et de sortir, certes fatigué, parce que ça c'est l'engagement du corps humain et de l'esprit, c'est-à-dire que c'est humain de finir fatigué en fin de journée. Être dans des organisations de travail qui ne nous autorisent pas ça, on voit à quel point ça vient attaquer notre part d'humain. Certes, nous sommes des professionnels, mais des humains. Et en plus, vraiment, il y a cette idée de développement et de reconnaissance. Et je me retrouve dans mon travail, c'est aussi ça. C'est-à-dire, et c'est là où on retrouve qu'à un moment donné, même si on peut être mis dans des situations d'échec, notre organisation du travail doit pour autant nous donner les moyens de faire avec les échecs et d'aller plus loin et de ne pas entamer notre santé du fait de nos échecs. Donc vraiment, ce petit rappel du Code du travail est dans ce sens-là. Et donc, si on est du côté de la prévention, c'est intéressant de revenir à la définition de l'obstacle, justement de la conduite dopante, du côté de l'obstacle. C'est-à-dire que finalement, penser nos consos, les mettre éventuellement en discussion, alors évidemment pas de n'importe quelle manière, il faut que ce soit sécurisé. Et là, du coup, ça vient questionner quelle est notre culture de prévention, de santé au travail, qu'est-ce qui est fait concrètement pour analyser le travail réel, pour améliorer les conditions, l'organisation, la qualité de vie au travail, les risques psychosociaux. Enfin, mais après, tout ça, c'est très vite des termes. Ce qui est intéressant vraiment, c'est le travail, quoi. Qu'est-ce qu'on fait, comment ça se passe, comment on fait pour tenir. On voit bien qu'en fait, la prévention, si elle s'intéresse au conso du côté possiblement d'une ressource face à un obstacle, et bien en fait, on voit bien que la question va être l'obstacle ou va être la difficulté. Et là où c'est intéressant, c'est que ça renvoie certes à des compétences individuelles. Et je vous remets à dessein l'analyse du travail, c'est-à-dire qu'on voit, si on raisonne prévention santé au travail, ça va renvoyer certes, est-ce que je suis adapté à mon poste, est-ce que j'ai les bonnes compétences par rapport éventuellement à l'évolution de mon poste, et c'est aussi ça, une des caractéristiques de nos organisations contemporaines du travail, et notamment dans vos métiers, c'est qu'en fait, les choses évoluent vite, et parfois, ça fait 25 ans qu'on fait le boulot, mais on est très compétent à des endroits vraiment, mais les choses ont tellement évolué à d'autres que peut-être on n'a plus l'apport théorique qu'il faut pour comprendre la réglementation, ou vous voyez, on peut être mis en difficulté. Et donc voilà, est-ce qu'on est formé? Est-ce qu'on a du temps pour penser ensemble? Est-ce qu'on a du temps pour pas être... ou ce qu'on amène du côté de notre compétence historique depuis 25 ans n'est pas disqualifié par rapport à possiblement les 2-3 trucs où on n'est plus à la page. Vous voyez, il y a des mécaniques en fait de disqualification aussi parfois de ce qu'on sait faire, qu'on fait bien, parce qu'on n'a pas le temps de le déplier, de le mettre à plat. Et ça participe aussi voilà, d'un antagonisme de génération parfois, mais quand on l'analyse vraiment en le déconstruisant du côté de qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se passe, on voit en fait que ça peut prendre du sens. Et plus on donne du sens, qui se partagent, et c'est là où il y a les composantes collectives, mais plus on a des espaces de discussion où on peut penser collectivement le sens individuel et éventuellement tomber d'accord sur qu'est-ce qu'on va porter collectivement et trouver un compromis entre le sens des uns des autres, mais à minima en tout cas ce qui est possible de faire ensemble. Et on verra justement qu'en ce faisant, un certain nombre de résultats seront, si on questionne les conduites dopantes et
ce qui pourrait conduire dans notre travail à consommer, un certain nombre de résultats seront du côté de régulation non conso. Enfin, seront régulation de la situation de travail, mais régulation éventuellement de nos consommations, parce que finalement, la situation nécessitera moins d'un recours aux fonctions que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire de nous calmer ou de nous stimuler ou d'entretenir coûte que coûte. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit finalement que la conclusion n'est pas exclusivement, possiblement ça peut se poser comme ça, mais du côté de l'interdit, quand bien même on peut le faire, mais ce qu'on voit, c'est que l'interdit produit souvent, quand il y a justement des fonctions professionnelles, produit plus de problèmes que n'en résout, en fait. Parce que s'il y a besoin de consommer et que tout est interdit, ça va se faire. Les pots, par exemple, il y a énormément d'entreprises dans lesquelles j'ai été appelée parce qu'il y a eu une interdiction du jour au lendemain des pots. Et finalement, les pots se sont déplacés en pots clandestins. Et du coup, il n'y a plus de régulation. Ah ben non, mais c'est bon pour la base, mais dans le top management, il continue à y avoir des bouteilles dans les placards. Donc là, il y a, et puis évidemment au vu et au su, vous voyez, donc une espèce de désarticulation des obligations. Donc encore une fois, voilà, je ne dis pas que c'est pas du tout un levier que d'interdire, mais on voit bien que si ça a du sens et une fonction, en fait, ça va encore moins permettre d'en parler, puisque c'est interdit, du coup, ça devient compliqué d'en parler. Et du coup, mettre encore plus, finalement, sous tension, mettre sous tension les équipes. Là où, au contraire, si on est dans une logique davantage de réduction des risques, c'est-à-dire on part du réel, on en discute et on voit où sont les leviers du côté du travail. Et éventuellement, si quelqu'un a des vraies problématiques de type addictive, effectivement, là, il peut y avoir une orientation, un appui, un accompagnement. Mais globalement, les professionnels consommateurs de produits ne sont pas des malades, en fait. Vraiment. Et pour le coup, statistiquement. Après, voilà, encore une fois, je ne sais pas comment ça se passe dans vos établissements, chacun singulièrement. Mais vraiment, la notion de conduite addictive, elle est intéressante, mais il faut qu'on se décale du côté des logiques de réduction des risques et vraiment des logiques d'ouvrir la discussion et éventuellement autour des fonctions professionnelles. Voilà, je vais m'en arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Lutz. Je suis désolé, je vous coupe. On est un petit peu pressé par le temps. Peut-être on a juste le temps pour une question dans la salle si quelqu'un veut réagir. Voilà. Juste les week-ends addictologie, vous me direz s'il y a un moyen de s'inscrire, s'il y a un doodle quelque part. Ce n'est pas pour moi, c'est pour un copain comédien. À Marmottan, ils sont très forts. Alors. Vous avez une question dans la salle? Ah oui, je ne vous voyais pas. Allez-y, si vous voulez. Si à distance, il nous faut le micro. Oui, bonjour. Bon, Odile Meignier, directrice d'EHPAD. Je voulais savoir si vous considériez que l'alimentation pouvait être une conduite addictive aussi. Oui. Alors, au sens, ça fait débat. Moi, je raisonne concret, réel, observation clinique. En fait, oui, et notamment la question du sucre. Et là, je pense que vous l'avez vu, c'est-à-dire que ça monte de plus en plus. L'OMS alerte. Il y a des vrais travaux justement sur le sucre comme produit psychotrope pouvant faire rentrer dans des logiques de dépendance. Donc oui, complètement. Et ça, j'ai une collègue chercheur qui travaille sur cette question. Et notamment dans les DOM, parce que alors ça, vraiment, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que dans les départements d'outre-mer, vous avez, dans les produits transformés industriels, 35% de sucre en plus par rapport au même produit, la même marque. Et donc, il y a des vrais problèmes d'obésité, mais aussi, du coup, de recours au sucre pendant le travail. C'est-à-dire qu'elle est en train de documenter, c'est Dominique Lullier avec qui je travaille, en fait, qui travaille sur ça, qui documente. Personnellement, en tant que manager, à un moment où c'était très dur, de ne pas pouvoir prendre sa pause et de décaler sa pause, de consommation de sucre, parce que c'était la seule manière de pouvoir tout de suite... vous voyez, j'étais... Bien sûr. Oui, voilà. Et c'est vrai que ça pose la question de... Oui, mais après, bon, je ne rentre pas dans les... Mais en termes de mécanique, au niveau biochimique, c'est effectivement, c'est un coup de pouce. Après, qui peut faire rentrer dans les mêmes logiques. Et d'ailleurs, il y a eu des travaux avec des rats où on a comparé, on a fait
des lots de rats, enfin des groupes de rats en fait ont été habitués à la cocaïne, habitués au sucre, et mis dans une situation après de devoir choisir où est-ce qu'ils appuyaient sur la petite pédale pour avoir du sucre ou la petite pédale pour avoir de la cocaïne. Ils appuyaient sur la petite pédale pour avoir du sucre. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour votre intervention. Merci beaucoup, Madame Lutz. Merci. Merci beaucoup.